Bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue dans Mieux ou Bien avec Patrice, la secte, Patrice, Christophe et Emma. Bonjour à tous les trois. Bonjour Michel. Bonjour monsieur. Patrice. Oui. Quelle est la question ? Quelle est la question et de quoi allez-vous nous parler ? Alors je ne suis qu'un homme, mais je vais quand même tenter une cascade en direct. Devant vous, je vais vous parler de ménopause. Alors, il y a 1000 manières d'aborder le sujet, mais j'ai choisi d'en parler sous l'angle du sommeil, parce que de tous les désagréments qu'une femme endure en cette période de la vie, eh bien, le sommeil n'est pas le moindre. Emma. Moi, je vais me faire le relais d'idées reçues qui circulent sur le sujet de la ménopause. L'idée que les traitements hormonaux seraient dangereux pour la santé, qu'on prend forcément du poids quand la ménopause approche, ou encore le fait que on n'y coupe pas à avoir tous ces symptômes. On va faire la lumière avec notre invité. Coach Cricri. Et moi aussi, je vais faire une cascade. Je vais essayer en tous les cas. Parce que quand on pense ménopause, comme Patrice vient de le dire, on pense bouffée de chaleur, on pense troubles du sommeil, on pense évidemment aux changements hormonaux, mais on pense moins au rôle que peut avoir le sport dans cette période qui est un peu compliquée. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire du sport et avoir la ménopause. Et ce ne serait pas une émission spéciale ? Alors justement, j'allais le dire, vous avez remarqué, c'est une petite thématique quand même autour de la ménopause aujourd'hui avec le docteur Lydia Marié-Semama. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynéco-obstétricienne au département ménopause à l'Institut Santé de la Femme à l'hôpital Foch près de Paris et vous êtes libérale à Boulogne. Alors on va en parler de cette ménopause. On sait que c'est un moment très important dans la vie d'une femme et encore en 2026, il y a beaucoup de tabous autour de la ménopause. Ça avance un peu ou c'est toujours aussi difficile d'en parler ? Alors, d'abord, je dirais que ces jours-ci, en tout cas ces semaines-ci, je dirais, la ménopause, ça commence à devenir tendance. Ce qui fait... oui, absolument. Il y a quelque chose qui s'est passé. On revendique. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors moi, je suis une gynéco qui est connue la période d'avant la fameuse publication américaine qui nous a tous plantés. Hein, on est resté, sur les traitements hormonaux, sur les traitements hormonaux, on est franchement resté KO debout. À l'époque, quand même, j'étais vice-présidente d'une association qui s'appelait l'Association française d'études pour la ménopause. Et avec d'autres collègues, nous n'y avons pas cru. C'est-à-dire qu'on a vu tout de suite qu'il y avait un biais, que les femmes utilisées pour cette étude étaient beaucoup plus âgées que nos femmes en début de ménopause, bien entendu. C'était des hormones américaines. C'était des hormones américaines, elles étaient diabétiques, cardiaques, etc. Et donc on s'est battu, mais on n'a pas été beaucoup. Et on nous a dit, moi je me souviens très bien de plusieurs personnes me traitant d'assassin, ou en me disant c'est fini, tu plaides pour ta juste, on va en reparler, pardon, on va juste l'évoquer parce qu'on va reparler de ce traitement. À l'époque, l'étude américaine concernait le traitement hormonal dit substitutif à l'époque de la ménopause. Autrement dit, est-ce qu'au moment de la ménopause, il faut prendre des hormones des médicaments pour contrer les effets négatifs de la ménopause ? Et cette étude américaine qui utilisait une progestérone qui était américaine et pas celle qu'on prend en Europe, disait qu'il y avait un surrisque de cancer du sein en prenant ce traitement. Et d'accidents vasculaires cérébraux. Et d'accidents vasculaires. Ce qui fait que d'un seul coup, alors qu'on n'arrêtait pas de faire la promo de ce traitement substitutif, tout s'est écroulé, c'est ce que vous dites, parce que la presse en a parlé énormément et qu'on s'est dit « Oh là là, je préfère avoir des bouffées de chaleur et les problèmes de la ménopause plutôt que d'avoir un cancer du sein ». Et tout s'est écroulé. Mais vous dites que ça a bougé, en mieux aujourd'hui, on en parle. 20 ans après, quand même, faut quand même voir que les congrès internationaux de ménopause, moi j'ai vu ça avancer tout doucement, on a eu quand même des gens qui sont venus nous dire « Mais vous savez, les études, elles n'étaient pas extraordinaires. Mais vous savez, maintenant, on a d'autres études, etc. » Et petit à petit, on est en train de se rendre compte que ce que pompeusement on a appelé notre traitement à la française n'était pas si mal que ça. Et qu'il y avait quand même des études qui montraient que les femmes avaient le droit à ce qu'on les prenne en charge. Alors, elles avaient le droit à ce qu'on les prenne en charge. Et là, je crois que le mot est là. C'est-à-dire que moi, je dis à mes patientes, vous n'êtes pas là pour sortir de mon cabinet avec une ordonnance de poudre de perlimpinpin, qu'elle soit hormonale ou non hormonale. Vous êtes là pour que je vous prenne en charge. Parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses à la ménopause. Et ça ne veut pas dire qu'on va être obligé de leur donner un traitement d'hormones, mais pourquoi pas si elles en ont besoin, et qu'on va pouvoir prendre en charge ces études. On reviendra sur l'étude qu'on fait à Foch Climater, mais c'est là
ce qu'on a voulu, nous, dans cette étude, c'est voir un petit peu la qualité de vie des femmes ménopausées. Et là, on se rend compte que il y a de gros problèmes et qu'il y a eu des tabous. On n'en a plus parlé. Moi, j'ai des patientes qui viennent me dire, de toute façon, ma mère m'en a pas parlé, mes sœurs m'en ont pas parlé, personne m'en a parlé. Je m'y attendais pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'accord. Eh bien, on va en parler justement avec Patrice Seller du PATSCAN. Alors justement, parmi les nombreux symptômes qui accompagnent la périménopause, c'est-à-dire avant ou la ménopause, il y a le problème du sommeil. Il est très perturbé chez les femmes concernées parce que là aussi, c'est lié au problème hormonal. Oui, et conséquence, quand on est ménopausé, un dérèglement de l'horloge biologique interne qui régule notre temps de veille et puis le temps de sommeil. Alors parmi ces hormones, vous avez la progestérone. Sa particularité, c'est son effet calmant et anxiolytique. Et à partir du moment où cette hormone se fait la malle, eh bien forcément, l'anxiété grandit, on broie un peu de noir et forcément, ça a des répercussions sur le sommeil. On dort un peu plus mal. Ajoutez à cela d'éventuelles sueurs, au point que parfois on a l'impression de dormir dans la baignoire ou dans la piscine, eh bien vous conviendrez que les nuits des femmes ménopausées soient parfois un peu compliquées. Alors, c'est les symptômes qui sont facilement identifiables, mais si vous reconnaissez dans ce que vient de décrire Patrice et si vous avez autour de la cinquantaine, si vous êtes une femme, bien sûr, n'allez pas chercher beaucoup plus loin si vous avez des problèmes de sommeil. A fortiori, si tout au long de votre vie, vous n'avez eu absolument aucun problème pour vous endormir ou pendant votre sommeil. Par ailleurs, la ménopause ne survient pas du jour au lendemain. Il y a toujours une période de ce qu'on appelle de pré-ménopause, au cours de laquelle se manifestent moult signes avant-coureurs, la sécheresse vaginale, l'apparition de tensions mammaires ou de bouffées de chaleur. Donc, en quelque sorte, on est prévenu et j'imagine que vous détaillerez d'autres effets secondaires tout à l'heure. D'ailleurs, oui, on en parlera. D'ailleurs, il y a des résultats assez étonnants dans cette étude. Pour en revenir au problème de sommeil, finalement, quand on a des troubles du sommeil, on va voir son médecin généraliste ou un spécialiste du sommeil. Il faut aller voir un gynéco. On peut aller voir son gynécologue. Là, vous avez esquissé la chose. Gynécologue, mesdames, pourra vous prescrire un traitement hormonal pour vous débarrasser de tout ce qui vous gêne, à commencer par l'anxiété qui peut empêcher de dormir. Si pour une raison X ou Y, le traitement en question ne convient pas, n'hésitez pas à consulter aussi, pourquoi pas, un spécialiste du sommeil. Il existe des traitements à base de mélatonine. Je rappelle que la mélatonine, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'hormone du sommeil, qui permettent de remettre en place l'horloge biologique interne. Voilà. Et il y a aussi des bonnes habitudes. Alors, Patrice, c'est le bon sens près de chez vous. Et des bonnes habitudes, il y en a au moins deux. Bon, alors, en tout cas, pour le sommeil, la première, c'est d'adopter tout simplement des horaires réguliers de lever et de coucher. Parce que quand on lui impose des règles, l'organisme le comprend assez rapidement, assez vite, et il s'y plie. Et puis la seconde, je ne vais pas faire long dessus, parce que je pense que Christophe va en parler tout à l'heure, c'est de faire un peu de sport, de faire un petit peu d'activité physique. Mais coach Cricri va en parler plus savamment que moi. Le sommeil, alors vous avez lancé une étude climatère dans laquelle vous avez notamment, vous regardez un peu ce qui gêne la qualité de vie des femmes qui sont ménopausées. Le sommeil apparaît ? Le sommeil apparaît, oui, absolument. Le sommeil apparaît, mais pas tellement finalement. Il n'est pas en tête. Mais le sommeil, je dirais, c'est l'addition de beaucoup de signes, parce qu'il vient en plus. C'est-à-dire qu'elles ont des bouffées de chaleur, elles ont des sueurs nocturnes, elles n'arrivent pas à dormir. Elles sont angoissées parce qu'il y a quand même déjà moins d'oestrogène, etc. Elles ont du mal à dormir. C'est un effet collatéral des effets collatéraux. Voilà. C'est l'âge où elles ne font pas assez d'activité physique, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Elles n'ont pas suffisamment dépensé, elles n'ont pas trop sommeil. Et puis cette horloge biologique, moi, ça me plaît beaucoup, parce qu'effectivement, le simple fait de leur dire couchez-vous à telle heure et relevez-vous à telle heure, des fois ça remet. Donc c'est des âges où elles sont angoissées, elles n'ont pas sommeil, les enfants sont partis de la maison, donc normalement il y a le vide. Donc elles sont angoissées parce qu'elles sont seules avec leur mari. Ça angoisse tout le monde. Vous savez qu'il y a une explosion des divorces chez les sexas et je pense que le sommeil c'est une addition effectivement. La baisse des hormones, l'action de la progestérone naturelle. Il y a un centre d'action de la progestérone qui est tout près du centre du sommeil. Donc automatiquement, d'où effectivement, alors vous parliez des deux étapes, il y a la périménopause, sont ces années qui sont juste avant la ménopause, et puis la ménopause. Bon. Mais
Dans cette période où les ovaires font, j'ose un anglicisme, up and down, c'est-à-dire ça monte et ça descend, dans les périodes où il n'y a pas assez de progestérone, effectivement, le simple fait de leur donner, non pas des hormones œstrogènes, mais uniquement de la progestérone naturelle, les fait dormir. Ah, donc ça peut être un des traitements. Donc, ça peut être un des traitements. Il y a d'autres traitements sans être hormonaux. Il y a effectivement tout ce qui est acupuncture, hypnose, yoga, etc. qui arrivent, etc. Je pense que tout ce qui est yoga, tout ce qui est médecine complémentaire, tout ce qui est sophrologie aide énormément aussi. Et un petit point vocabulaire, on dit pré-ménopause ou péri-ménopause? Péri. Parce qu'on lit parfois dans la presse pré-ménopause. Non. Pré-ménopause, ça va de la puberté à la ménopause. D'accord, ok. Périménopause, ce sont les quelques années qui précèdent la ménopause. Patrice a parlé aussi d'anxiété, de coups de déprime. Est-ce que de la même façon que le sommeil, ça peut être réglé par les traitements hormonaux ? Oui, ça peut être réglé par les traitements hormonaux, mais ça peut être réglé aussi par d'autres choses. Vous avez des femmes qui n'ont pas le droit aux hormones. Il y a des compléments alimentaires. Ça marche ou ça marche pas. Mais je suis obligée de reconnaître, j'avoue qu'à un moment donné, je me disais bof, mais je suis obligée de reconnaître que chez certaines patientes, ça marche pas trop mal. Il y a la phytothérapie aussi. Il y a la phytothérapie, oui, tout ce qui est effectivement... Alors, phytothérapie, plante avec œstrogène-like ou sans. Il y a des plantes qui reproduisent les effets des estrogènes sans être des estrogènes. Sans être des estrogènes, c'est comme le Canada Dry, vous savez. Pour l'alcool. On va reparler des symptômes et des réponses aux questions de votre étude climatéaire, mais Emma a pas mal de questions, d'ailleurs vous pourrez rebondir. C'est le moment de la chronique débat. En effet, un tas d'idées reçues sur la ménopause, à commencer par une question qui va peut-être vous sembler bête. Toutes les femmes passent ou passeront par la ménopause avec les symptômes qui vont avec. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Non, pas du tout. Vous avez des femmes qui traversent leur période de ménopause d'une façon extraordinaire. Pas de prise de poids, pas de bouffée de chaleur, pas d'emmerde, etc. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. D'accord. L'histoire de sa propre mère ne peut pas éclairer. Est-ce qu'il y a un volet génétique, en fait ? Alors, on l'a dit, telle mère, telle fille, au niveau de l'âge de la ménopause, c'est pas automatique. Pas suffisant. Et d'ailleurs, pour revenir à la question précédente, est-ce que si la mère ou la grand-mère ont une ménopause, l'ont traversée, comme vous dites, sans problème, il y a plus de chances pour que la fille traverse sans problème ? Oui, parce que psychologiquement parlant, elle va être moins angoissée. Ah oui, d'accord. Alors, il n'y a pas eu d'études là-dessus. Mais effectivement, dans ma patientèle, je constate que quand la mère, la sœur, etc., ça s'est bien passé, ou bien ça se passe très bien, ou alors elle culpabilise parce que ça ne se passe pas aussi bien que la mère. D'accord. On en a parlé depuis le début de cette émission, les traitements hormonaux, donc ils ont été accusés pendant longtemps d'augmenter le risque de cancer, notamment cancer du sein. Est-ce qu'on peut avoir une réponse claire ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'ils augmentent ce risque ? Alors, ça dépend du traitement qu'on va utiliser. Effectivement, les traitements avec des progestatifs américains, dont on sait maintenant ils étaient déjà mauvais à l'époque, et maintenant on sait qu'ils risquent de provoquer des méningiomes. Donc là déjà, c'est des tumeurs bénignes du cerveau, de la méninge. Et donc, quand on se réfère au cancer du sein, on sait maintenant, et on a de nombreuses études, que le traitement par œstrogène, puisque le traitement de la ménopause, si la femme a toujours son utérus, associe des estrogènes et de la progestérone naturelle ou son jumeau qui est le rétroprogestérone, qui est le Dufaston. Donc automatiquement, si la femme prend des hormones naturelles, puisque c'est ça, on sait maintenant que l'hormone n'est pas initiatrice d'un cancer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne va pas créer la cellule cancéreuse, mais elle va être promotrice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a des cellules cancéreuses, et dans notre organisme, on a sans arrêt des cellules cancéreuses, l'hormone va pouvoir, et évidemment il y a d'autres facteurs qui vont jouer, va pouvoir faire en sorte qu'apparaisse un cancer du sein. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que ces femmes-là, quand on va leur donner un traitement de ménopause, on va les surveiller beaucoup plus qu'une autre. Avant de le donner, on fait une mammographie. En principe, moi c'est ce que je fais pendant les 3 premières années, je fais une mammographie par an, alors que normalement, la surveillance, c'est tous les 2 ans. Mais là, après, je reviens aux 2 ans. Mais donc, si vous voulez, il y a
Et toutes les études, dont une étude française, Cocorico, parce que c'est quand même une grande étude française, ont montré que l'association 17-bêta-estradiol, qui est l'hormone naturelle œstrogène, et la progestérone naturelle, ne sont pas associés à une augmentation du risque de cancer du sein. Donc si je comprends bien, les traitements, c'est du cas par cas. Toutes les femmes ne bénéficieront pas du même traitement et de toute façon, le risque potentiel est pris en compte pour, oui ou non, le traitement qui sera administré. Tout à fait. Et ce d'autant qu'il y a d'autres facteurs de risque d'apparition de cancer du sein chez la femme, l'obésité par exemple, le tabac et l'alcool. La différence avec ce qui se passait avant, où on avait tendance à dire, je le sais quelque chose, parce que j'informais là-dessus, que le THS, le traitement hormonal substitutif, c'était bon pour tout le monde, pour toutes les femmes ménopausées. Aujourd'hui, on sait que c'est plus ciblé, on personnalise les traitements, on regarde bien les antécédents et on donne le traitement aux femmes qui peuvent le prendre sans prendre de risques. Juste, Michel, THS, ces traitements hormonaux substitutifs, il est réservé, et on n'en parle pas aujourd'hui, aux femmes qui ont une ménopause précoce. Vous manquez d'hormones thyroïdiennes, vous avez une hypothyroïdie. On va vous donner une hormone thyroïdienne. Automatiquement, c'est obligatoire. C'est la même chose chez les femmes qui ont une ménopause précoce. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais là, les risques sont plutôt cardiovasculaires. Moi, je suis resté sur les 3 lettres d'il y a 40 ans. Maintenant, THS, c'est ménopause précoce. THM, c'est traitement hormonal de la ménopause. Voilà. Une inquiétude largement répandue chez les femmes, avec la ménopause, on prend forcément du poids. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? À la ménopause, on prend du poids chez certaines, pas quand on prend le traitement. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a, on ne va pas rentrer dans des détails scientifiques, mais il y a un trouble lié au manque d'œstrogène au niveau du foie et au niveau du métabolisme des graisses. Et automatiquement, ça va faire que la femme va avoir une augmentation de sa masse grasse et au détriment de sa masse maigre. Et automatiquement, ça donne ce que la petite bouée, l'accumulation des graisses. Et dans la majorité des cas, effectivement, il y a une prise de poids. J'ai des patientes qui ne prennent pas 1 gramme. Hein. Mais c'est souvent les patientes qui, depuis souvent, ne bougent pas, font attention, ont une activité physique, etc., etc. Une petite dernière, avec la ménopause, l'endométriose peut disparaître. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Oui, parce que la définition de l'endométriose, c'est quoi? C'est non, l'endométriose, c'est la présence de cellules de l'endomètre, qui est la couche interne de la cavité de l'utérus, ailleurs que dans l'endomètre. Et c'est sous la dépendance des œstrogènes. Donc des règles, en fait? Non. Les règles, ça arrive quand il n'y a plus d'hormones et il y a un nettoyage. Vous savez, le cerveau, il est très au courant. Il y a les ovaires en première partie de cycle, la progestérone, en gros, en deuxième partie. Puis tout d'un coup, il y a un tilt là-haut qui dit il n'y a pas de grossesse. Évacuation. Et puis ça recommence. Donc la ménopause, il n'y a plus ça. Il n'y a plus d'endomètre, même s'il est dans les trompes ou dans une paroi du rectum, etc. Il n'y a plus. Il n'y a plus d'imprégnation hormonale. Absolument, il n'y a plus d'œstrogène pour titiller. Donc ça gonfle plus. Donc plus d'endométriose. Et ça peut jouer sur les migraines ou pas? Ça n'a rien à voir. Non, c'est une autre question. Est-ce que ça peut aussi limiter les... C'est personnel ou... C'est pour une amie? Les migraines cataméniales. Non, les migraines survenant au moment des règles, je vous suis à toute façon. Les migraines dites cataméniales qui viennent au moment des règles, effectivement, sont sous la dépendance de l'absence d'hormones. C'est-à-dire qu'elles arrivent au moment des règles, au moment où il y a une chute des hormones. Très souvent, ces femmes-là, ou bien ont des migraines qui réapparaissent, ou bien de temps en temps, effectivement, ça disparaît. Mais si ça réapparaît, effectivement, moi j'ai l'habitude de me considérer comme un chef d'orchestre. J'ai le neurologue, le cardiologue, etc. Si ça réapparaît, à ce moment-là, il faut consulter. Alors vous l'avez dit à plusieurs reprises, et Christophe l'a repris aussi, l'activité physique est essentielle, on en parle sans arrêt dans cette émission, quand on vieillit en général, mais encore plus chez les femmes ménopausées qui ont une densité osseuse moindre parce qu'il n'y a plus ces hormones qui les protègent, et on sait que l'activité physique et le sport vont densifier l'os et donc diminuer le risque de fracture. On va en parler tout de suite avec Coach Cricri.
Alors, il n'y a pas qu'à l'adolescence que le corps change. On entend souvent les femmes dire à la ménopause que leur corps change complètement. On pourrait peut-être en profiter pour leur demander d'augmenter un peu la dose de sport. Je crois que oui, à entendre notre invité en tous les cas aujourd'hui, évidemment. Petit rappel, alors rapidement, la ménopause, vous avez compris, c'est une véritable révolution hormonale. Ça entraîne la baisse des œstrogènes qui a des conséquences qui sont très concrètes. Le métabolisme ralentit, la masse musculaire diminue, les graisses abdominales augmentent plus, vous le disiez tout à l'heure, le sommeil devient compliqué, Patrice en a largement parlé, et enfin le risque d'ostéoporose, Michel, vous le disiez, progresse considérablement avec la ménopause. Et c'est là précisément que le sport devient, ou tout au moins l'activité physique, mais en tous les cas le sport devient essentiel, parce qu'en bougeant régulièrement, on agit presque sur tous ces symptômes qui sont liés à la ménopause. Et vous savez qu'ici, on ne vous parle que des choses prouvées, et les études le prouvent. Exactement. Oui, clairement, les études montrent que l'activité physique régulière, elle aide à réduire la fatigue, le stress, qui sont liés, qui sont des symptômes qu'on reconnaît dans la ménopause, l'anxiété, vous en avez parlé aussi, certains troubles du sommeil, c'est même plus la peine de le préciser, et même parfois l'intensité des bouffées de chaleur. Donc on rapporte à ça que le sport permet de préserver la masse musculaire et la densité osseuse, Michel, pour lutter contre les effets de l'ostéoporose. C'est deux éléments qui sont très importants après 50 ans, quand le corps perd naturellement du muscle, c'est vrai chez la femme, mais c'est aussi vrai chez l'homme, évidemment. Résultat, davantage de douleurs, des risques de chute, un plus important, une perte progressive d'autonomie si on devient trop sédentaire au moment où on se transforme dans cette période un peu compliquée que passent les femmes. Attention qu'on se comprenne bien, faire du sport ou reprendre le sport, c'est une chose, on ne vous demande pas non plus de vous préparer aux Jeux Olympiques. Exactement, donc si vous étiez sportive, mesdames, avant la ménopause, effectivement, le but n'est pas de devenir marathonienne ou haltérophile ou que sais-je, évidemment. Ce qui compte, c'est la régularité. Je le lisais entre les lignes en vous écoutant tout à l'heure. Les activités les plus intéressantes sont des activités que tout le monde connaît et qui sont accessibles à tous et à toutes, surtout, évidemment. La marche, la natation, le vélo, le yoga. Vous l'avez cité, le yoga tout à l'heure. Le pilate, qui est un dérivé du yoga. Mais aussi le renforcement musculaire, ça c'est très important. Longtemps, on a sous-estimé chez la femme la musculation et l'intérêt de la musculation après 50 ans chez la femme. Aujourd'hui, on sait que travailler sa force, ça aide vraiment à protéger et à renforcer les os et les articulations, et aussi à booster le métabolisme. On dit que le métabolisme baisse, donc il est moins capable de brûler d'énergie, ce qui explique, entre autres choses, la survenue du gras autour du ventre que vous disiez tout à l'heure à propos des femmes qui en sont victimes. Le sport agit sur le moral aussi. Quand on fait du sport, ça a été prouvé dans beaucoup d'études, c'est un de vos messages, Michel, ça permet d'avoir une meilleure estime de soi dans cette période où elle baisse aussi cette estime de soi et où les femmes, en faisant du sport, peuvent répondre finalement à l'ensemble de ces symptômes qui sont ceux qui sont révélés par la ménopause. C'est peut-être le message le plus important, parce qu'on l'a entendu, on le sait, la ménopause entraîne des problèmes de dépression, des problèmes d'anxiété, d'angoisse, etc. Et que le sport, on vous le répète encore, l'activité physique et le sport, c'est le meilleur antidépresseur qui soit. Docteur Marié, Semama, vous avez fait l'étude climatéaire là, sur la qualité de vie des femmes, l'activité physique, le sport. C'est dedans. Alors, moi, je rajouterais quand même quelque chose à ce que vous disiez, c'est que l'espérance de vie des femmes est quand même 86 ans. L'espérance de vie en bonne santé, elle est de 76-77. Et c'est important ce que vous disiez, c'est-à-dire que si on veut que nos patientes, nos femmes ménopausées, vivent bien, et c'est ça notre objectif dans notre étude climatéaire, c'est la qualité de vie. C'est la qualité de vie. En plus, effectivement, le reste, c'est la précaution sur le cardiovasculaire. Mais c'est la qualité de vie. Ça ne sert à rien de se retrouver à 86 ans, complètement amorphe, dans un fauteuil roulant en EHPAD. Et alors, justement, en parlant des symptômes qui gênent la qualité de vie, d'après vous, quel est le symptôme qui gêne le plus la qualité de vie des femmes ménopausées ? On a envie de dire le sommeil, parce que... non, c'est pas le sommeil. Non, je sais pas. Moi, je propose le sommeil, mais je vois... Moi aussi, je dirais. Sueur nocturne, bouffée de chaleur... Ce qui se passe la nuit. Ce qui se passe la nuit. S'il pose la question, c'est que c'est lié à la sexualité. Non. C'est ça ? La sécheresse vaginale. Absolument. C'est incroyable parce que... La baisse de la libido. Ouais, la baisse de la libido qui est aussi liée... Oui, notre objectif dans l'étude climatéaire, c'est pas moi qui l'ai faite, c'était sous la houlette du professeur Ayoubi, et donc ça se passe à Foch, bien entendu, et notre collègue donc, qui a pris ça en main a
On a des petites affiches et les femmes peuvent scanner la petite affiche et nous envoyer les résultats. On vise 100 000 femmes en durée 10 ans et en quelques mois, on a eu 6 000 réponses, mais vraiment en quelques mois. Donc, ce qui fait qu'on est quand même assez content. Hein. Et je vous en avais parlé de ça, la baisse de la libido vient en tête avec 50%. La fatigue, 49%, la prise de poids, 40%, la sécheresse vaginale, 28%, les bouffées de chaleur problématiques, 27%, et le brouillard cérébral, ce qu'on appelle le brain fog, lui, est à 27%. Sur le problème de la libido, Oui. elle est liée, je ne vais pas faire la promo de l'activité physique pour tout, mais à partir du moment où on se met à l'activité physique ou au sport, que le corps va mieux physiquement, qu'on va mieux psychologiquement, la libido aussi. Alors, la libido, si vous posiez la question à un sexologue, c'est un ensemble de plusieurs choses. C'est un ensemble, effectivement, de tout ce que vous venez de dire. C'est un ensemble de troubles hormonaux. Mais quand on parle de troubles hormonaux, l'ovaire sécrète progestérone, œstrogène et hormone mâle et testostérone. Testostérone. Et effectivement, alors là, on en est au balbutiement. Mais on est en train d'envisager maintenant la possibilité à certaines femmes qui en ont besoin d'associer des fois au traitement hormonal, voire ne pas associer, ne donner que ça, un petit peu de testostérone. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut dire qu'en ce moment, dans le contexte international, il y a des études pour le faire. Pour revenir au climatère, c'est le docteur Alexandre Vallée à Foch donc, qui a eu l'idée de cette étude, qui coordonne absolument tout. Vous avez besoin de volontaires encore ? Ah oui, absolument. Ah bah, oui, on a besoin comment de volontaires. on fait les femmes, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, les femmes qui voudraient participer. Elles font www.climatère. Je sais pas quoi là sur. Point je sais pas quoi. On tape sur un moteur de recherche peut-être. Alors vous tapez climatère, mais vous allez voir, ça va être inscrit Climatère, en quoi, dessous. terre. Voilà, c'est CLIMATERE. Voilà, www.climatère.fr. Voilà, www.climatère.fr. On l'a à l'écran. Et ce sera à l'écran. Et vous vous inscrivez pour participer à cette vous avez étude. un code de barre, et puis à ce moment-là, vous... Et puis ça vous permettra de parler de la ménopause, parce qu'on rappelle, ça ne peut plus, en 2026, être un sujet tabou. Quand on a une périménopause, ce qui précède la ménopause, ou une ménopause, on en parle. On en parle à son médecin, on en parle à son conjoint, s'il y a conjoint, parce que c'est très important. Il faut aussi que ces personnes soient des aidants et comprennent bien pourquoi, de temps en temps, vous êtes un peu énervé, pourquoi vous avez des bouffées de chaleur, et pourquoi vous n'avez pas envie de faire des galipettes, parce qu'il y a la libido qui n'est plus là. Et en plus, je dirais que la prise en charge de la femme à cette période va permettre une prévention des maladies cardiovasculaires, du problème osseux, des tous les cancers, effets secondaires etc. néfastes. Ce qui fait de la ménopause. qu'effectivement, c'est une période où la femme doit s'occuper d'elle. Merci. Merci beaucoup, Lydia Marié-Semama, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un mieux ou... Bien. À bientôt.